Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le sujet de la collecte des textiles et chaussures pour les metteurs en marché. Donc ce webinaire, il va se découper donc en plusieurs parties. On va d'abord faire une introduction côté Refashion pour vous redonner un petit peu de contexte sur qui est Refashion et voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est quand on se parle collecte et valorisation des textiles et chaussures. Et ensuite, on a la chance d'avoir avec nous Julie, Marlène et Monica de H&M et Jules qui vont pouvoir nous partager leur retour d'expérience sur la mise en place de bornes de collecte en magasin. Et on aura un temps dédié à la fin pour répondre à vos questions. Ce webinaire, il sera enregistré et donc il y aura un replay qui sera disponible après sur notre site internet. Voilà, et on vous invite aussi à poser toutes vos questions dans le chat durant le webinaire, comme ça on pourra y répondre tout au long des échanges et prendre le temps à la fin pour quelques questions spécifiques. Donc Refashion, qui sommes-nous? Donc on est l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc on est agréé par les pouvoirs publics sur un cahier des charges qui nous donne les objectifs et les méthodologies à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. On est 100% financé par vos éco-contributions que vous payez annuellement. Et on a aujourd'hui plus de 10 000 adhérents à l'éco-organisme en 2025. Donc, en tant que metteur en marché, au travers de vos éco-contributions, vous financez la prévention et la gestion des déchets textiles et chaussures. Et c'est dans ce cadre-là que l'éco-organisme intervient sur les sujets de collecte, de tri, de réutilisation, de recyclage et ainsi de suite. Donc la collecte, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France? Déjà, ce qui est important de rappeler, c'est la mise en marché. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en chiffres? Donc ça, c'est les chiffres de 2024. Donc en 2024, c'est 3,5 milliards de pièces neuves qui ont été mises sur le marché français. Donc c'est assez colossal, ça représente près de 10 millions de pièces neuves vendues par jour et quasiment 7000 pièces par minute. Donc c'est assez conséquent. Pour vous donner une idée du poids que ça représente, parce que tous les acteurs de la fin de vie des produits, les collecteurs, les trieurs, les recycleurs, eux, ils travaillent en tonnage et non en volume. Donc les 3,5 milliards de pièces, quand on les passe en tonnage, c'est l'équivalent à peu près de 90 tours Eiffel. Donc ça, c'est autant de produits qui un jour vont devenir déchets et dont on doit prendre en charge justement cette fin de vie pour les valoriser et en faire des nouvelles ressources pour demain. Donc, où est-ce qu'on en est en termes de collecte en France? Donc, quand on transforme ces 3,5 milliards, on a pris l'exemple de 44 t-shirts. Donc, on imagine qu'il y a 44 t-shirts qui sont mis sur le marché français. Aujourd'hui, au travers des opérateurs qui sont conventionnés par l'éco-organisme, on va en collecter 14. Donc, ça veut dire qu'il y a 32% de la mise en marché qui est collectée par rapport à un objectif qui nous est donné dans le cahier des charges qui est à 60%. C'est un objectif qu'on doit atteindre d'ici 2028. Donc, on est encore très loin de cet objectif. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de produits qui soit restent dans les placards des citoyens ou qui finissent malheureusement dans les ordures ménagères. Et donc, il y a un gros travail à mener en termes aussi de sensibilisation des citoyens sur le geste de tri, le geste de dépôt pour collecter davantage. Au niveau du tri et de la valorisation de ces 32%, donc sur les 14 collectés, il y en a 10 qui vont être triés par les opérateurs conventionnés. On parle d'opérateurs conventionnés parce qu'aujourd'hui, il peut exister des acteurs qui opèrent dans la filière en France, mais qui ne sont pas forcément conventionnés Refashion. En tout cas, ceux qui sont conventionnés, qui donc nous donnent de la traçabilité et de l'information sur ces gisements. Sur les 10 triés, on en a 6 qui vont partir en réutilisation. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore en assez bon état pour pouvoir être reportés, réutilisés et qui vont donc être vendus sur le marché de la seconde main. Ensuite, sur ces 10-là, on en a 3 qui vont être recyclés.
donc là, qui sont pas en assez bon état pour être réutilisés, donc recyclés. Et c'est là où on va parler, par exemple, de boucle ouverte ou de boucle fermée. Donc la boucle ouverte, on va sortir de l'industrie textile et chaussures, et c'est des produits qui vont être utilisés notamment dans l'industrie du bâtiment et qui vont servir voilà, d'autres industries. Ou la boucle fermée, on va pouvoir refaire des produits textiles ou chaussures. Et on a un t-shirt qui va partir en CSR. Donc le CSR, c'est le combustible solide de récupération. Globalement, c'est des granulés qui servent à remplacer les énergies fossiles dans des chaufferies ou des cimenteries. Et il y a moins de 1% qui part en élimination, donc soit avec valorisation, soit sans valorisation. Vous, en tant que marque, vous avez aussi un rôle à jouer sur ce sujet, et notamment en termes de sensibilisation, puisque vos clients, ils vous font confiance. Et donc, au travers de vous, on peut aussi venir les sensibiliser et ancrer des messages sur les comportements quand on se parle justement de tri et de dépôt dans des bandes de collecte pour valoriser ces textiles et chaussures. Dans une étude qu'a menée Refashion en 2024, on est justement interrogé ces citoyens pour savoir quelles étaient les habitudes des consommateurs. Et donc, on a quand même 74% des Français qui trient leur placard chaque année. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà dans cette initiative et qu'ils sont prêts à agir. En revanche, on en a 44% qui déclarent ne pas savoir où trouver des bornes et qui vont donc se détourner du geste de tri parce qu'ils ne savent, une fois qu'ils ont fait leur tri, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, c'est là où on a un enjeu qui est important en tant qu'éco-organisme et auquel on peut aussi embarquer les metteurs en marché dans ce rôle-là, c'est justement cette sensibilisation auprès des consommateurs et aussi pouvoir rendre plus accessibles les points de collecte. Donc, pour ça, Refashion va lancer une opération de sensibilisation sur le tri et la collecte à destination des citoyens qui va avoir lieu cet été pour une première vague de sensibilisation et ensuite plutôt au deuxième semestre, donc en septembre, octobre et novembre. Et donc, en attendant, ce qui est important, c'est de pouvoir augmenter les points de collecte pour faciliter encore une fois le geste de tri, le rendre accessible pour les citoyens et surtout aussi leur donner confiance dans le fait de, on vient déposer des textiles et des chaussures et on sait que ça va être revalorisé, qu'il va y avoir une deuxième vie. Et on a confiance dans le système derrière. Et c'est en ça que vous, les marques, vous avez aussi un rôle à jouer dans cette mise à disposition de bornes de collecte. Donc, en tant que metteur en marché, que marque, vous avez la possibilité donc de déployer la collecte déjà dans un premier temps dans vos sièges sociaux d'entreprise et ensuite dans vos magasins. Donc là, c'est vraiment à destination des citoyens, des clients. Aujourd'hui, il y a 2 dispositifs qui sont conventionnés par Refashion. Il y a le dispositif autonome et le dispositif opérationnel. Le dispositif autonome, c'est le dispositif historique où Refashion conventionne des opérateurs de collecte qui ensuite vont définir où est-ce qu'ils installent leurs bornes et toute la gestion logistique derrière. On l'appelle autonome parce qu'en fait, nous, Refashion, on vient donner une convention et puis ensuite, les relations qu'on va avoir avec ces opérateurs, c'est surtout de la remontée d'informations parce que la traçabilité, elle est clé sur les sujets de fin de vie. Et on a des metteurs en marché qui vont être des points de collecte dans le cadre du dispositif autonome, donc soit parce qu'ils passent par la convention directement d'un opérateur de collecte, soit parce qu'ils portent eux-mêmes la convention. Donc ça, c'est notamment le cas d'H&M. Donc là, dans ce cadre-là, les marques, elles vont vraiment être en maîtrise de tout le process, de toute la gestion de cette collecte de A à Z. Et ensuite, on a le dispositif opérationnel qui est plus récent, qui lui existe depuis environ 1 an et demi, où en fait, c'est vraiment Refashion qui est entre guillemets l'opérateur de collecte et qui vient mettre en place ses propres bornes. Donc, on a évidemment derrière des appels d'offres et donc avec des prestataires qui vont opérer justement cette collecte et ce tri. Mais l'idée, c'est en tout cas Refashion qui est propriétaire du gisement et qui vient prendre en charge toute la gestion de la collecte et donc tous les coûts aussi, les coûts financiers de la logistique, parce que voilà, ça a forcément des coûts importants de mettre en place des bornes, de venir les collecter, massifier, trier. Et donc dans cette solution, c'est un petit peu plus clé en main pour les metteurs en marché.
mais Refashion reste propriétaire du gisement. Donc c'est vraiment chacune des enseignes, des marques qui va voir en fonction de ses besoins, de ses ressources, quel est le dispositif le plus adapté pour elle. Aujourd'hui, on a plus de 900 points de collecte qui sont chez des metteurs en marché, en magasin, avec un petit peu moins de 20 marques qui sont engagées sur les dispositifs, en tout cas les dispositifs qui sont conventionnés par eFashion. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous partager ces retours d'expérience et de vous donner envie aussi de rejoindre le mouvement et de travailler sur cette sensibilisation des citoyens aux gestes de tri et à la collecte. Donc, je vais passer la main à Julie Marlène d'H&M pour qu'elle puisse nous partager son expérience. Eh bien, donc, bonjour à tous, Julie Marlène Pélissier. Donc, moi, je m'occupe du développement durable pour H&M Europe Sud. Donc, ça concerne une zone qui a 7 marchés, France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie. Et donc, Refashion m'a proposé aujourd'hui de venir témoigner de notre service de collecte qui a lieu partout dans le monde, dans cette zone notamment, et donc en France, là où nous discutons aujourd'hui de ce sujet. Juste peut-être en 2 mots avant de rentrer directement sur le sujet de la collecte. H&M, c'est un groupe donc qui représente plusieurs marques. On a H&M avec H&M Home, donc tout ce qui est maison et objets, Beauty et Move. On a la marque COS, Weekday, Cheap Monday, Monkey, Another Story, Arket, Singular Society et Sellpy, qui est notre plateforme de vente en ligne de seconde main qui est aussi accessible partout dans le monde. On a 81 marchés dans lesquels on opère et ça représente à peu près un peu plus de 4100 magasins dans le monde. Donc, le service de la collecte, c'est un service qu'on a proposé à nos clients depuis quelques années maintenant, depuis 2013 et avec une approche mondiale. Donc, un service mondial qu'on a lancé en 2013 avec vraiment la volonté au démarrage de pouvoir l'opérer partout dans le monde. Aujourd'hui, donc, il est disponible dans 54 marchés, donc ça représente un peu moins de 70% des marchés sur lesquels on est présent, et donc, bien entendu, la France. Et donc, en France, on est présent sur les magasins donc de marque H&M, Another Story et Weekday, donc ça représente 173 magasins équipés de bornes de collecte. Et pour nous, en fait, pour le groupe, ce service venait être voilà la jonction de deux convictions et de besoins de servir la circularité. On a une ambition d'être 100% circulaire, de plus en plus circulaire, donc arriver à faire circuler de plus en plus les vêtements de la plus grande valeur ajoutée possible au sein de l'industrie. C'est pour ça qu'on a développé aussi toute une stratégie d'objectifs de matériaux recyclés, d'intégration de matières recyclées dans les matériaux qu'on utilise en production. Également, ce qu'on a appelé l'offre preloved, c'est-à-dire l'offre seconde main en magasin et en ligne, également service de réparation. Donc en fait, ce service de collecte a été conçu et pensé et souhaité voilà, dans le cadre de toutes les pièces du puzzle qu'on souhaite mettre dans notre business model qu'on veut de plus en plus circulaire. Et puis bien entendu, client au cœur de notre service, pour qui on souhaitait et on souhaite toujours proposer un parcours client. Donc ça fait partie des services, des offres qu'on pense utiles et de plus en plus demandées par nos clients. Donc c'est aussi en réponse à leurs attentes de consommation. Quelques chiffres clés. Alors, les chiffres mondes, depuis 2013, ça fait plus de 170 000 tonnes qui ont été collectées dans le monde via H&M, via nos bords H&M. 17 000 tonnes collectées en 2025. Donc, je l'ai dit, 173 points de collecte en France et ça fait à peu près 600 tonnes collectées sur l'année dernière pour le marché France. Alors, comment ça marche? Un petit point, parce que je pense que ce que Refashion m'avait demandé de partager, c'était surtout le côté opérationnel. Et puis après, bien entendu, dans le Q&A, vous me direz si vous avez des questions, je rentrerai un peu plus dans un des détails, mais j'ai voulu montrer assez rapidement et simplement comment nous, on est organisé. Donc, il faut savoir que depuis le début, on a une logique de partenariat, c'est-à-dire qu'on n'a pas opéré tout seul.
Donc, il y a une double logique, une logique de partenariat externe, mais à la fois une logique de forte collaboration interne entre plein de départements différents. Donc, le partenariat externe, c'était un partenaire global, donc maintenant qui s'appelle Textile Looper, qui est une joint venture entre H&M et Raymondis. Donc, on a décidé d'aussi, on va dire, quelque part intégrer verticalement l'opérationnalité de ce service, mais ça reste donc un prestataire et une opération qui est un système d'opération avec un spécialiste de la collecte et du tri. Et puis en interne, quand je vous parlais de collaboration, il y a plein de départements qui sont en collaboration pour assurer ce service. Donc à la fois les départements comme le nôtre, développement durable, sustainability, mais aussi la vente, beaucoup la logistique, la reverse supply chain, la communication, le marketing, la legal, le compliance. Donc pour vous montrer aussi comment à l'interne chez nous, c'est à la croisée de beaucoup de départements. Alors, comment ça marche? En partie amont, c'est H&M qui gère, c'est-à-dire qu'on collecte dans nos magasins. On a une borne qui est située derrière caisse. Les clients apportent des vêtements de toutes marques propres, on essaye, et des textiles et des chaussures. Et ils les apportent au magasin. Ils arrivent en magasin avec des sacs. Le sac est après collecté par le staff magasin. Il y a une routine et donc nos collaborateurs en magasin sont formés sur cette routine pour avoir cette concentration et cet accueil de la collecte de vêtements qui sont après chargés en camion sur la base de notre reverse logistique, c'est-à-dire les camions qui viennent charger nos magasins viennent après en décharge de nos magasins et retournent dans les split points, tous les entrepôts. Et c'est à partir de là que notre partenaire joint venture Looper Textile prend les vêtements collectés, procède après, c'est son expertise, au tri dans ses centres de tri. Donc il en a en Pologne, en Allemagne, et ça suit donc la hiérarchie du tri de la hiérarchie européenne des déchets. Et puis après il y a une destination pour chacun de ces vêtements en fonction des exutoires. Alors pour nous, que deviennent les textiles collectés? En fait, via donc Textile Looper, c'est on va dire le sort classique de ce qui est collecté aujourd'hui et donc de ce qui est trié par les collecteurs trieurs. Donc, en premier, selon la hiérarchie des déchets usagés, du textile usagé, il y a d'abord la priorité qui est destinée à la réutilisation. Et donc, dans la réutilisation, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le reuse, c'est-à-dire des vêtements d'occasion vendus à des revendeurs. Et puis au recyclage. Donc réutilisation et recyclage tant que possible avec le reste qui est utilisé en energy recovery, donc valorisation énergétique tant que possible. En termes de proportion, on est on va dire dans les mêmes chiffres que ceux qui sont partagés par Paris Fashion dans tout ce qui est trieur collecteur, c'est-à-dire réutilisation à peu près à 60%, recyclé en boucle ouverte, c'est-à-dire tout ce qui est matériaux d'utilisation à peu près à 30% et 10% en énergie recovery. Et alors, j'ai essayé de lister un petit peu ce qui fonctionnait bien et les challenges qu'on avait, voir si pour essayer de faire un peu court. Et puis, voilà, encore une fois, dans vos questions, vous me direz si vous avez envie de creuser une ou deux pistes ou si ça vous évoque quelque chose. On pourra revenir dessus, bien sûr. Dans ce qui fonctionne bien, on a des bons retours sur le fait que c'est un service qui est facile, donc c'est quand même pour nos clients, il y a une borne, ils le savent et donc voilà, ils arrivent en magasin, ils s'adressent à un vendeur, à une personne, un collaborateur en magasin qui est très bien formé à cette routine, donc c'est clair et c'est assez simple. C'est vrai que d'un point de vue adhésion client, c'est quand même un service qu'on voit qui est très connecté à, on va dire, l'authenticité de notre démarche. C'est un marqueur d'authenticité de notre démarche de circularité. C'est-à-dire qu'en proposant ce service-là, c'est vrai que les clients nous accordent un bénéfice d'engagement, en tous les cas, sur une démarche circulaire. Donc, c'est un effort d'image pour l'enseigne, c'est sûr.
Il y a l'effet drive to store, performance commerciale. C'est vrai que je pense que les équipes commerciales qui ont l'habitude de gérer, on va dire, toutes les actions qui permettent un drive to store, donc ça, c'en est une. On y voit toujours un intérêt parce qu'effectivement, quand on vient en magasin, donc c'est parce qu'on a un acte d'achat ou c'est l'occasion de penser à faire un acte d'achat aussi. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de négligeable dans le contact qu'on va avoir avec le client. Et puis on a un voucher qui est remis des sacs à porter. Donc ça aussi, on a remarqué, on a fait des études effectivement que ça participait de l'incitation. Nous on voit ça comme une reconnaissance qui est apportée, une fidélisation du fait que les clients rapportent chez nous les vêtements qui est de toute marque encore une fois qu'ils ont collectés. Effectivement, le point positif qu'on y voit aussi, c'est-à-dire que on devient vraiment actif dans l'un des maillons qui est utile et nécessaire, puisque je dirais même capital, pour générer un feedstock, c'est-à-dire un vrai stock, de vrai gisement, voilà, c'était le mot que je cherchais, un vrai gisement de cette matière hein, qui peut être réutilisée. Donc, si on n'a pas ces points de collecte, et ben, c'est quand même la première condition pour pouvoir récupérer ces gisements. Et comme tu l'as dit, Jade, plus tôt, comme on sait qu'il y a encore trop de vêtements qui partent à la poubelle ou en tous les cas pas assez qui viennent en borne d'une manière générale, c'est vrai que plus il y a de bornes, plus il y a de facilité à cet apport pour le client. Et donc, c'est vrai que c'est pour nous important. Et puis j'ai évoqué tout à l'heure Textile Looper, donc notre partenaire qui s'occupe du tri une fois collecté. C'est vrai que nous, dans notre démarche d'aller vers plus en plus de services circulaires et d'intégration circulaire, c'est vrai que ça fait partie un peu d'une intégration, je dirais, verticale dans notre business model, de tous les points de contact dans l'écosystème qu'on peut avoir. Donc là, la collecte, Textile Looper avec le tri. Et puis, par exemple, on a investi également dans une entreprise qui s'appelle Sire, qui est présente aux États-Unis et qui est spécialisée dans le recyclage de polyester, textile to textile. Donc, c'est vrai que par là, on alimente tous les points de contact qui sont utiles à terme pour dans la vision d'une filière 100% textile to textile recyclé. Les challenges qu'on y voit, alors effectivement les défis opérationnels en magasin, c'est vrai que c'est depuis longtemps une routine, mais bon voilà, ça veut dire que c'est une routine, ça fait partie des éléments sur lesquels former nos équipes. Quand il y a du turnover, c'est-à-dire reformer, c'est un temps alloué par ces équipes. Donc on sait très tous ce que ça veut dire quand on a des points de retail, ce que le temps alloué veut dire au niveau des équipes. Donc c'est un permanent, voilà, c'est une formation permanente, c'est un permanent rappel de cette routine et de la disponibilité de nos collègues également qui sont face aux clients dans cette tâche. Et puis il y a toute la partie, on va dire backstage. On a parlé de reverse logistique, donc c'est également on va dire une charge opérationnelle ou une routine à effectuer au niveau de la collecte, du stockage, etc. Donc au niveau des équipes opérationnelles et de la routine magasin, c'est également une charge importante. J'ai mentionné ici on va dire le défi marché et volume, c'est-à-dire le contexte conjoncturel. Je pense que ici on est tous conscients et au courant de certaines fluctuations, des crises dont on a parlé. Voilà, moi j'ai parlé des différents marchés dans lesquels là j'opérais, enfin on opérait plus particulièrement en Europe. Et c'est vrai que d'un pays à un autre, il peut y avoir des diversités de volumes collectés. Diversités qui sont
sont dues aussi de plus en plus à la concurrence, on va dire, accrue d'autres acteurs de la seconde main, de la collecte, toutes les plateformes de revente et seconde main. C'est vrai qu'il y a une forme de quelque part de concurrence là-dessus. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a effectivement de plus en plus de possibilités de circulation de ces magasins de seconde main, mais ça peut aussi jouer sur les volumes nous collectés en interne. Et puis, j'ai mentionné aussi la traçabilité et la perception publique, parce que c'est vrai que bon, on a tous suivant des reportages médias qui ont été compliqués à gérer dans la pédagogie qui est faite de ce qui est fait des vêtements après. On est tous conscients aujourd'hui, je pense que c'est une chaîne mondiale qui est très complexe, que la traçabilité est assez difficile à 100%. Si vous voulez, dans les questions-réponses aussi, je vous montrerai comment ça fonctionne un petit peu chez nous avec Looper Textile. Mais c'est sûr que ça fait partie des challenges qui sont à gérer, puisque comme tout service qu'on propose, on a un risque réputationnel tout au long de ce service, donc jusqu'à la fin de cette traçabilité. Et donc le fait que cette traçabilité soit difficile et amène une certaine réalité du marché qui n'est pas encore tout à fait connue du grand public, c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on doit être en responsabilité et en capacité de répondre, de réponse vis-à-vis de nos clients, clairement. Et puis le business model du voucher, alors effectivement, il faut trouver j'ai mis là parce qu'il faut trouver un équilibre entre le bon incentive nécessaire pour embarquer le client. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est encore perçu comme une façon pour le client d'aller apporter ses vêtements et ses textiles qu'il n'utilise plus chez nous versus toutes les autres options qu'il a, sans non plus être perçu comme quelque chose d'une incitation à consommer plus ou à être donc du coup à l'inverse du message circulaire qu'on essaye d'avoir ici à travers notre service. Donc voilà, en quelques mots, les défis que j'ai vus intéressants de vous partager. Encore une fois, voilà, peut-être dans la séance questions-réponses, n'hésitez pas si vous avez des choses que vous voulez creuser ou que si ça vous évoque des choses de votre côté, je serais intéressée de voir également votre expérience de metteur en marché. Merci beaucoup, Julie Voilà. Marlène. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais je pense que certaines pourront être répondues aussi par toutes les deux. Donc, je pense qu'on va poursuivre avec la présentation de Monica et comme ça, on pourra on traitera les questions après cette séquence, si ça vous convient. Je vais vous parler rapidement donc de Jules, une succincte présentation. Pourquoi on a mis en place la collecte et pourquoi avec Refashion. Donc nous on est sur le deuxième dispositif. La mise en œuvre opérationnelle de la collecte donc auprès des équipes et puis ce qu'on en a tiré un peu comme résultat, comme enseignement. Voilà. Donc Jules aujourd'hui, donc c'est une marque de prêt-à-porter masculine uniquement, donc qui est née de Camailleux Homme, hein, pour ceux qui ne le savent pas, une côte de Camailleux. Voilà. Et donc depuis, on a changé de nom donc en l'an 2000. Et donc on a aujourd'hui en France 360 magasins, 400 en tout. Et donc on est une marque de mode accessible, fun et responsable. On fait partie d'un écosystème de la galaxie Mullier, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vous ai affiché un peu un grand nombre de marques qui appartiennent à nos actionnaires. Donc entre autres Kiabi, Decathlon, Tape à l'œil, voilà. On a aujourd'hui, donc comme je vous le disais, 400 magasins. On a 7,5 millions de clients actifs, d'où les messages effectivement qui sont porteurs chez nous, puisqu'on a beaucoup de clients fidèles. Et en tant qu'émetteur au marché, on a bien sûr la confiance de nos clients et la responsabilité de communiquer sur le geste de collecte. Voilà, et donc on vend, je le vois plus là mon chiffre. Alors, nous sommes une entreprise à mission, donc nous avons eu ce statut depuis, je pense à peu près un peu plus de 3 ans.
Voilà, donc on est une des marques textiles à avoir des engagements, ce qui signifie que on a vraiment une responsabilité et des KPI avec des audits, avec des comités de mission qui en fait suivent toutes nos actions autour voilà, de la transition écologique et de tous les KPI qu'on va suivre au niveau de la RSE. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on développe l'économie circulaire? C'est vraiment pour faire comprendre que voilà, l'économie linéaire qui est de prendre, fabriquer, jeter, est désormais passée à fabriquer, utiliser et recycler. Et donc, c'est d'essayer de mettre au maximum, de contribuer en tout cas à ce qu'on recycle et non pas on jette le maximum de textiles, entre autres, qu'on a émis sur le marché. Donc, on a un peu pour ambition d'avoir un peu une boucle vertueuse, voilà, et de participer au voyage d'un vêtement qui, une fois qu'il est acheté neuf en première main, peut être revendu en seconde main. Alors, chez nous, on a un site C2C et nous ne faisons pas de seconde main en magasin à date. On propose également un service de réparation dans l'ensemble de nos magasins. Si ce vêtement donc n'est plus en bon état, donc il peut être évidemment réparé pour prolonger la durée de vie. Mais on a évidemment dans l'ensemble de nos magasins des bornes de collecte pour pouvoir collecter les vêtements usagés. On travaille, on verra ensuite, avec des recycleurs pour faire un maximum de fibres en France, qu'on envoie ensuite chez nos partenaires pour inclure cette fibre recyclée pour un maximum de textile to textile et donc remettre, évidemment, mélanger cette fibre issue de textiles usagés collectés en France à de la fibre vierge pour ensuite refaire un vêtement neuf. Alors, pourquoi est-ce qu'on a confié cette collecte à Refashion? On est parti d'un constat, c'est que la qualité de notre gisement était moindre, dans le sens où, avant de passer par Refashion, on passait par le relais, il venait de moins en moins, c'était compliqué. Et on a à un moment fait une reverse pour collecter en fait dans une partie de notre parc et on a qualifié on a donc identifié la qualité de ce gisement et on s'est rendu compte que, mis à part en Belgique, en fait, ce qu'on collectait n'était pas de grande qualité et qu'il n'y avait donc pas de crème. Ce qu'on appelle la crème, c'est vraiment ce qui peut être revendu, qui a une valeur pour être revendu. À partir du moment où on s'est rendu compte que ce gisement n'avait pour nous pas de valeur, on s'est dit qu'on avait tout intérêt à ne pas payer de la reverse et de donner le gisement à ceux qui collectent. Et donc, on a croisé nos intérêts communs en fait, avec Refashion, qui du coup nous a proposé, de par son maillage territorial désormais, alors au départ, on a commencé notre contrat avec une partie du parc, donc à peu près 200 magasins qui étaient couverts. 160 ne l'étaient pas. Désormais, on a réussi à couvrir l'ensemble du territoire. Donc, la première chose, c'est donc ce maillage territorial et le fait d'avoir un acteur. Le deuxième point qui nous a fait basculer chez Refashion, c'est la facilité, la praticité de la plateforme POP. C'est vraiment, elle est extrêmement simple. Chaque magasin se connecte une première fois. En 48 heures, vous avez un trieur, en fait, enfin un collecteur qui ensuite n'est pas toujours trieur, mais en tout cas un collecteur qui vient prendre la collecte sur les points de vente. Donc, c'est extrêmement pratique. On bénéficie également sur l'année 2026, donc ça continuera, enfin le dispositif ne continuera peut-être pas ensuite, mais en tout cas sur l'année 2026, on a une subvention de 200 € par point de collecte la première année, ce qui est quand même une subvention assez significative vu le nombre de points de collecte que l'on a. Donc, chez nous, donc l'entrepôt, le siège et l'ensemble de nos 360 magasins français. Et le dernier point aussi, c'est que le suivi du tonnage collecté, puisqu'en fait, à chaque fois sur cette plateforme POP, vous avez la possibilité de voir le tonnage collecté point par point.
Et donc, voilà, en toute transparence, pour nous, c'est une facilité. Donc, le gisement ne nous appartient pas, mais de toute manière, à partir du moment où, entre guillemets, on ne fait pas de seconde main en magasin, donc on ne profite pas, entre guillemets, de ce gisement, ça nous allait très bien. Et donc, l'idée, c'est que on offre l'opportunité à nos clients de donner une seconde vie à leurs vêtements. On, pour nous, c'est une ressource d'abord pour prolonger la vie de leurs vêtements, puisque évidemment, ces trieurs vont pouvoir les orienter vers de la seconde vie, mais également alimenter les recycleurs. Alors, nous, aujourd'hui, on ne prend pas la borne Refashion. Nous avons nos propres bornes qui sont soit celles que je vous ai mis tout en bas à droite en carton, soit dans nos nouveaux concepts, le type de borne que je vous ai indiqué. Et donc, on sensibilise nos clients avec ces messages. Donc, on explique en fait le sens et on pense que notre responsabilité, c'est surtout d'expliquer et d'avoir des preuves de circularité et d'expliquer à nos clients ce qu'on fait avec ceux qui nous remettent. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs comme ça qui, dans certains de nos magasins, permettent de montrer comment est-ce que on procède. Voilà, vous remettez le vêtement et nous, on s'engage à lui donner une seconde vie, soit en le transformant, soit en le donnant à des acteurs qui ensuite pourront en faire bénéficier ceux qui le rachèteront. Voilà. Alors, la mise en place auprès de nos équipes a été très simple. Alors là, je vous ai juste mis voilà, la communication qu'on a faite. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on a un dispositif toutes les semaines qui part auprès de l'ensemble de nos équipes de vente pour diffuser des messages. Donc, ça, c'est un message interne. On leur a expliqué comment activer leur compte, comment aller sur l'interface du portail, faire la demande d'enlèvement. Moi, je viens de le faire ce matin, c'est vraiment 3 clics. Et 3 clics, votre compte est créé. Ce qui a été le plus long, ça a été de créer les comptes voilà, au tout départ, parce qu'au plus vous avez de points de vente, au plus il y a des informations à donner, notamment voilà, tous les emails, les adresses, numéros de tirette, etc. Donc voilà, il y a un petit peu de documentation au départ. Mais une fois que ce tableau a été, avec toutes ces données ont été communiquées, dans le quotidien, c'est vraiment très simple. Et voilà, je peux témoigner que les personnes qui ont été sélectionnées par Refashion opèrent très rapidement et en tout cas vous proposent dans les 48 heures de venir enlever enfin, le contenant. Donc la seule règle, c'est que chaque dépôt soit fait dans des sacs fermés. Voilà, et que on collecte toute marque et des vêtements propres. Donc, on a bien ce guide qui a été mis en place par Refashion et qu'on a communiqué aussi à nos magasins. Donc, ceux qui ont envie d'en savoir plus, Refashion met à disposition des affiches, des guides. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Et donc, voilà, je pense que pour les marques, c'est très simple. On nous a vraiment bien tout préparé pour que voilà, ça soit facile à déployer auprès des équipes en magasin. Alors nous, aujourd'hui, aujourd'hui, je dirais que l'enseignement et le résultat à date est un peu décevant dans le sens où il faut vraiment communiquer quand même sur la démarche. Aujourd'hui, on n'a que 26 sites sur les 356 là, à date qui ont fait des demandes d'enlèvement, donc ça reste peu. On a collecté que 4,31 tonnes voilà, en quelques mois, là, en 3-4 mois. Donc ça reste quand même peu. Donc j'ai envie de dire dans les enseignements, il faut vraiment qu'on communique davantage et qu'on communique aussi sur les preuves de circularité parce que en fait les clients ont besoin de comprendre et d'être certains qu'il y aura un avenir aux textiles et aux chaussures qui nous déposent. Alors, ce qui est certain, c'est que pour avoir discuté avec pas mal de nos pairs et d'avoir voilà, fait plusieurs webinars sur les sujets, les incentives permettent bien sûr de booster la collecte. Et on avait le témoignage de H&M qui en fait. Et bien sûr, ça permet de faire venir davantage les clients déposer
leurs vêtements usagés. Par contre, nous, on a fait le choix de ne pas le faire, voilà, et de responsabiliser plutôt nos clients sur le geste citoyen sans donner de points de fidélité ou de bons d'achat ou de remise particulière. Donc à ce jour, nous n'avons, voilà, ils viennent juste le déposer, mais on ne donne pas de gratification. Donc on travaille aujourd'hui surtout sur le textile to textile, notamment avec deux partenaires, un qui fait partie aussi de notre écosystème Mulier Dagobert, qui est un partenaire avec qui on mutualise aussi avec d'autres marques pour partager nos containers et envoyer cette fibre vers nos partenaires, notamment asiatiques, pour refaire des nouveaux vêtements. On travaille aussi avec un autre recycleur qui s'appelle Coléo, qui est en partie en Espagne. Euh, voilà, avec qui on a fait notamment un tote bag 100% circulaire. Donc je pense que c'est très important d'apporter, comme on le fait là, des preuves de circularité. Donc on l'a marketé un petit peu, donc notamment on a depuis plusieurs saisons un re-jean pour bien expliquer que les jeans d'hier peuvent devenir les matières des jeans de demain et qu'on donne vraiment aux anciens jeans une nouvelle histoire. Et je pense, donc on l'a fait également là aujourd'hui sur un pull avec 30% de fibres recyclées issues de vêtements usagés collectés en France. Donc je pense que c'est très important de montrer et d'apporter ces preuves et puis de raconter des belles histoires à nos clients parce que c'est une belle histoire et il faut vraiment les sensibiliser à ne pas jeter, en tout cas dans les poubelles de tout venant, tous les textiles puisque quel que soit l'état, on arrive à en faire quelque chose. Voilà, je fais à vos dispositions si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on n'a pas le même dispositif entre Jules et Marlène chez H&M et donc nous chez Jules. Donc je pense que c'est intéressant aussi. Donc nous, on n'a pas de reverse, on est vraiment full refashion. Donc ça sera intéressant si vous avez des questions, qu'on puisse vous éclairer sur les deux dispositifs. Oui, alors il y a pas mal de questions. Merci beaucoup, Monica. Avant de vous partager, je voulais juste revenir sur une question qui a été posée en tout début de webinaire. C'est sur la question du grand export. Donc, on va vous mettre dans le chat une page qui récapitule bien le sujet qui est sur notre site internet. Juste pour donner quelques éléments, évidemment, le sujet du grand export, c'est un sujet qui est important à la filière. C'est un sujet qui touche tous les acteurs à l'international. Aujourd'hui, on a donc 60% des textiles qui sont triés qui partent en réutilisation. Et sur cette réutilisation, on a en effet une grosse partie qui part dans la vente sur le marché de la fripe, qui est un marché commercial, qui est un marché international. Et donc, beaucoup de choses partent à l'international. Donc aujourd'hui, on a des acteurs de la collecte et du tri qui sont majoritairement des acteurs de l'ESS dans notre filière, ce qui est un peu une particularité de la filière textile et chaussures, qui ont construit depuis des années, avant même l'existence de Refashion, leur modèle économique sur la vente de cette fripe. C'est évidemment un enjeu pour tous ces acteurs français de travailler à de la réutilisation et de la valorisation de nos déchets en France et en Europe. C'est des sujets qui se construisent sur le long terme et c'est pour ça qu'on travaille notamment depuis un an avec les metteurs en marché, avec les pouvoirs publics sur une refonte de notre cahier des charges pour qu'on puisse investir plus largement dans les sujets de fin de vie et notamment le recyclage en France et en Europe, accompagner aussi les marques dans des sujets de la seconde main pour pouvoir avoir de la réutilisation pareil en France et en Europe. Et le sujet de la traçabilité, c'est un sujet qui est clé et c'est un sujet qui a été mis à l'honneur aussi par les pouvoirs publics dans les derniers échanges autour du cahier des charges. Donc en tout cas, toute la filière va probablement se construire et continuer d'avancer autour des sujets de traçabilité. Donc voilà, c'était juste pour donner quelques éléments, mais on va vous mettre dans le chat une page qui explique bien vraiment tout ce sujet, les impacts et comment est-ce que la filière travaille autour de ça.
Ensuite, alors en termes de questions, il y avait une question qui, je pense, peut s'adresser à toutes les deux. C'était de se dire, aujourd'hui, au-delà de l'incentive, du bon d'achat, est-ce que vous aviez réfléchi à d'autres types d'incitations pour le geste de dépôt? Des points de fidélité. Eh bien oui aussi un peu ce même sujet qui est un peu de ce qu'on appelle le loyalty, donc des opérations un peu aussi avec des certaines communications ou plans d'activation. Nous c'est vrai que ça a un peu évolué aussi avec la façon dont on faisait progresser notre membership parce que voilà encore une fois c'est un service qu'on a lancé il y a très 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 longtemps. Et donc c'est aussi une raison pour laquelle on n'a pas, on va dire continué l'incentive avec le voucher parce que pour notre clientèle, sinon ça voudrait dire retirer quelque chose d'existant. Donc c'est encore pas la même chose que on va dire de lancer un nouveau service avec cette prise de décision. Est-ce que ça serait la même chose aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'aussi on fait évoluer voilà tout ce qui est partie activation. Mais là où je vous rejoins également Monica sur la nécessité clairement de continuer à faire connaître ce service parce que même vous voyez même plus de 13 ans après c'est quelque chose que les clients voilà ont besoin encore de faire ouais d'être en connaissance donc activation voucher activation via notre programme de loyalty opération un peu coup de flash on a fait des ateliers aussi parfois dans le passé des moments où on a fait dans nos centres commerciaux avec plusieurs marques également des opérations un petit peu mais c'était vraiment des opérations de com, c'est-à-dire que c'était vraiment pour essayer un peu de faire connaître d'une manière générale la collecte non pas forcément un focus sur H&M. Merci. On avait une question sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter la mobilisation des forces de vente dans le déploiement de ce service en magasin. Alors nous, on a mis en place aujourd'hui dans ce qu'on appelle chez nous la Shopex, c'est-à-dire que c'est vraiment une formation à destination de toutes nos équipes de vente et un discours de vente avec des points clés. Et donc désormais, tout ce qu'on explique autour de la circularité, donc que ça soit la collecte, que ça soit la réparation, que ça soit le fait de pouvoir le vendre sur le site de seconde main, et donc toutes les initiatives. Aujourd'hui, notre tote bag, on a un tote bag fait par Coléo qui est 100% recyclé, donc en partie anti-touti, mais également aussi avec des chutes de production et puis du polyester recyclé. Donc c'est aussi, voilà, c'est le tote bag qui porte la marque et qui est aussi une preuve de circularité. Et ça, tout ça, c'est dans le discours. Donc je pense que dans les équipes de formation également, j'imagine que dans beaucoup d'enseignes, il y a des discours auprès des vendeurs. Il faut vraiment inclure la circularité dans le discours de vente pour que du coup, ils en aient connaissance. Et après, ben, bien sûr, ce sont les messages dans les cabines, etc., qui du coup expliquent un petit peu tout ça. Hein, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment où on communique avec, voilà, ne serait-ce que, enfin, ce tote bag, enfin, il porte un petit peu enfin, un projet. Demain, on pourrait peut-être faire une opération et le faire, peut-être l'offrir à certains clients qui viennent déposer. Enfin, bon, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a envisagé aujourd'hui, mais on pourrait ne pas être toujours dans le monnaie, enfin, voilà, dans le côté monnaie, mais aussi on vous a montré une preuve de ce qu'on fait aujourd'hui des vêtements que l'on collecte. Euh, Nous, ça va être pas comme pour vous, Monica, comme chez Jules, il y a vraiment une espèce de newsletter, enfin de formation Oui. qui est faite directement auprès de chaque équipe, donc par à chaque fois le directeur magasin, etc. Il y a peut-être quelque chose à mentionner. C'est vrai que c'est en toute transparence. C'est là où aussi on se retrouve un peu en concurrence, si je peux dire, en interne avec tous les messages, parce que en fait notre force de vente et
submergé, pour ne pas dire noyé, par plein, on va dire, de besoins de formation, de communication sur des sujets divers et variés, sécurité, une campagne particulière d'une collection. Et donc, c'est vrai que là, on vient parmi la liste des choses sur lesquelles ils doivent être pas formés dans la routine d'opération, mais effectivement remobilisés, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à avoir en tête. Faut quand même parfois jouer un peu des coudes avec tout ce qui est donné comme sujet à partager par la force de vente. Et là, on le fait pas systématiquement, mais on avait eu un exemple de quelque chose qu'on avait lancé une année qui était assez sympa, c'est on avait fait un peu des concours entre les magasins pour voir celui qui arrivait à collecter le plus. Mais ça demande effectivement un gros engagement de communication interne, de mobilisation autour de tout ça. Mais voilà. Super, merci. On avait aussi une question sur l'emplacement des bornes. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé et harmonisé? Est-ce qu'il y a un emplacement qui est favorisé pour passer le message? Voilà, est-ce que vous avez aussi des tips à donner par rapport à ça? Alors nous, en tout cas, il est très visible. On avait même à un moment dans le nouveau concept un panier de basket où en fait les clients de... Bon, évidemment, ça n'a pas servi. Bon, là, j'ai l'impression que je le vois plus trop, donc je suis pas sûre qu'ils le laissent, mais en tout cas, ça a quand même été pensé à un moment, même dans les nouveaux concepts, pour apporter cette petite touch qui était, ben, j'ai un panier de basket et en dessous, il y a un bac qui, du coup, vient recevoir. Voilà, donc quand bien même ce panier n'existe plus, je pense qu'il faut le mettre évidemment, voilà, et c'est quand même plutôt au fond du magasin, mais dans un espace près des cabines où les gens, en attendant, voilà, peuvent aussi lire. Mais une fois de plus, je pense que c'est très important qu'il y ait des messages autour qui expliquent en fait, qui donnent du sens en fait à la démarche en fait, et pas simplement avoir voilà un bac comme ça. Je pense que notre rôle, alors oui, c'est toujours un peu des choses qu'il faut lire, hein, voilà. C'est vrai que si on avait la possibilité d'avoir plus de vidéos qui expliquent les choses, je pense que les gens préfèrent souvent des messages vidéo que de la lecture. Mais en tout cas, il faut que sur les bacs, ça soit bien expliqué à quoi ça sert. Nous, on a fait la démarche d'avoir. Donc, j'ai vu vos bornes, effectivement, pour Jules, Monica. Nous, on a la démarche où, en fait, maintenant, à chaque fois, on les a positionnés en arrière caisse, en fait, de nos magasins. Donc, il y a une borne Mm. qui est voilà, pas effectivement pas aux couleurs de Refashion, mais aux couleurs d'H&M. Transparence totale aussi ici. Je pense que ça manque de messages. Là, je rejoins complètement. Ça manque de messages qui permettent de flaguer le parcours vers le parcours client physique, on va dire vers cette borne. Voilà. Donc nous on le sait, les clients qui le savent, mais c'est vrai Mm. que voilà. Le choix arrière caisse est fait aussi parce que c'est pas un espace de vente et on sait comme c'est précieux les espaces de vente, voilà, dans un magasin au retail. Et puis parce que effectivement il y a une opération qui doit être faite avec un collaborateur H&M qui est formé pour savoir comment effectivement enregistrer le paquet déposé, le sac déposé, le mettre sur le compte effectivement pour avoir le voucher, etc., etc. Donc ça demande aussi c'est la raison pour laquelle on a souhaité les mettre derrière le counter pour pas que ça soit pour garder un contrôle et une opération de la part du staff collaborateur H&M. Super, bah merci, merci à toutes les deux. Je réponds juste très rapidement à deux petites questions que j'ai vues passer, notamment sur la répartition des marques engagées entre le dispositif autonome et opérationnel. Et pour le coup, on a une assez bonne répartition entre les deux dispositifs. Et sur la question de voilà comment les marques elles déploient les bornes de collecte en magasin. Alors ça, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que nous, on l'a vu notamment dans le cadre du dispositif opérationnel qui a été lancé il y a 1 an et demi. Beaucoup de marques l'ont fait plutôt progressivement.
c'est-à-dire déjà de déployer quelques magasins, de tester si ça fonctionne avant de le faire au niveau national. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, au même titre que vous pouvez démarrer en faisant de la collecte ponctuelle avant de passer sur de la collecte récurrente. On a, entre guillemets, que 18 marques qui sont engagées sur plus de 10 000 adhérents. Donc, tout ça, évidemment, est encore en train d'être expérimenté. Et nous, on est aussi preneurs d'avoir des marques qui viennent tester ces dispositifs et qui nous font leur retour d'expérience pour qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on peut améliorer les dispositifs. Et rapidement sur les tonnages minimums à collecter, en fait, dans le cadre de la collecte opérationnelle, l'idée c'est de venir évidemment de mettre en place une logistique qui soit efficace et qui soit rentable. Et donc c'est pour ça qu'on demande notamment aux magasins d'attendre que la borne elle soit pleine avant de faire une demande d'enlèvement pour que tout ça soit évidemment rentable. Et nous, on estime selon les volumes, par exemple, la borne Refashion, quand elle est pleine, elle est autour des 30-35 kilos. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de dire que le minimum, il est autour de 20 kilos, mais évidemment, les points de vente, ils n'ont pas forcément cette information. Dans tous les cas, ce qu'on vous invite à faire pour tous ceux qui auraient des questions non répondues, c'est de nous les adresser notamment à l'adresse hotline@refashion.fr et comme ça, on pourra vous faire un retour. On a pas mal de ressources qui sont disponibles sur notre site internet pour rentrer un peu plus dans le détail de comment fonctionne le dispositif autonome, comment fonctionne le dispositif opérationnel. Donc, on vous invitera à consulter tout ça et évidemment à prendre contact avec nous si vous souhaitez planifier un échange et le mettre en place. Ça peut être dans un premier temps dans votre siège, puis dans les magasins. Et ça peut être un magasin pour commencer avant de déployer tout le réseau. C'est vraiment à votre convenance. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute, pour votre participation et puis on espère que le contenu de ce webinaire vous a plu et on reste à votre disposition si besoin. Merci à tous et puis on est à dispo évidemment si vous avez d'autres questions. Merci à tous. Merci.